Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Notre but c'est très simple, c'est de parler rugby entre copains, d'être votre Clubhouse audio pendant ce tournoi Destination. Donc je suis très content d'être là avec mon ancien coéquipier, Charlie Beyer. Bonjour, moi c'est le allemand du groupe. Non, Oh non. je l'attendais. On l'a fait international ou pas? Ah, il l'a fait. Ça a tardé, mais il l'a fait. Salut mon ticket, salut Théo, salut Alban. Ravi de vous retrouver tous les quatre pour reparler de ce tournoi qui était super, même si c'est mal fini. Je suis très content aussi d'être là avec personne qui m'a appris les règles de rugby lors d'un match équipe de France Nouvelle-Zélande. Donc c'est Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Metro Racing. Ouais, salut à tous. Ben moi, je suis bien français. Désolé de vous décevoir, je n'ai pas d'accent à utiliser. En revanche, je suis super content d'être là. Et avec nous pour donner une autre vision sur ce jeu, pas une vision dans le pack, mais plutôt une vision derrière. On est très content d'avoir Alban Borel des Pink Rockets. Salut la team, salut Ticket. Effectivement, ravi d'être toujours là parmi vous, toujours française, même si peut-être que j'en ai j'ai un peu moins de cette fierté française depuis vendredi soir, mais bon, c'est pas grave. Je plaisante. Mais ravi d'être parmi vous à nouveau ce soir. She is back. And I am back. Yeah. She's back. Alors c'est assez marrant, c'est pas la première fois que je regarde un tournoi de destination, mais quand même c'était, comme on dit en anglais, un emotional roller coaster. C'est toujours comme ça, cette montagne russe. Alors cette année, il était particulièrement serré. Hein. Il y a beaucoup d'équipes se sont tenues en très peu de points. De mémoire, c'est rarement aussi serré quand même. Oui, c'est même assez incroyable. Ouais, c'est même assez incroyable cette année parce que beaucoup de matchs auraient pu basculer d'un côté ou de l'autre. À part Irlande-Angleterre, entre les grosses équipes, en fait, à part Irlande-Angleterre qui a été quand même assez dominée par les Irlandais, et mis à part le sort de nos amis italiens. Mais tous les autres, effectivement, se sont joués à peu de choses. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que le niveau global augmente dans cette compétition et que toutes les équipes se tiennent en peu de points. Donc je pense que gagner le tournoi est d'autant plus un exploit et les futurs grands chelems seront d'autant plus valeureux et difficiles à aller chercher. C'est vrai qu'il y a quand même, on est quand même loin de l'époque où il y avait l'Italie et l'Écosse qui se battaient pour la cuillère de bois, dont on se moquait un peu d'eux, comme quoi c'était leur trophée à eux à aller chercher, là, quand même. Ah, elle est loin, cette époque. C'est très... Oui, surtout vendredi, elle semblait très loin. Ouais. Non, bon, il y a quand même aussi les Gallois. Il y a quand même aussi les Gallois qui ont mis 40 points aux Anglais. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, les Anglais qui font leur triple lose au lieu de la triple couronne, en prennent 30 contre les Irlandais, 40 contre les Gallois, et perdent à la maison contre les Écossais, ce qui leur était pas arrivé depuis 30 piges. Donc eux, c'est quand même annus horribilis. Hein. Faut quand même être c'est quand même le fait marquant de ce tournoi, il faut quand même le dire. C'est ça. Mais bon, on va pas faire le bilan avant de parler du dernier match. Merde. Ouais, allez, on a plein de choses pour aujourd'hui. On a bien sûr ce match France-Écosse, le Frasco. On va parler aussi de la destination féminine qui démarre la semaine qui vient. Donc attendez jusqu'à la fin aussi parce que nous sommes très contents d'avoir un entretien avec Monsieur Rizigby, qui peut-être vous connaissez grâce à son super page Facebook et ses super chroniques sur le rugby amateur. Donc restez jusqu'à la fin pour cet entretien. J'ai juste un truc à rajouter par rapport au... Ouais, vas-y. Ouais, parce que j'ai fait un petit décompte quand même. Si on met de côté tous les matchs contre l'Italie, sur les 10 matchs qui ont opposé les 3 nations britanniques et la France, il y en a 8 qui se sont terminés par 1, 2, 3 ou 4 points d'écart. 5 points maximum. Il y en a 2 qui sont des défaites des Anglais avec des écarts plus larges. 32 points une fois, 40 points une fois contre les Anglais. Tous les autres, c'est 27, 23, 32, 30. Là, on l'a vu encore sur les derniers matchs. 27, 24, 23, 20. Donc, extrêmement serré. C'est un vrai enseignement de ce tournoi et c'était pas du tout comme ça avant. Donc, voilà, c'est quelque chose de très net comme tendance. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment 2 groupes distincts? Un avec Pays de Galles, France, Écosse, Irlande, et un autre groupe un peu plus faible, je dirais, qui se partage, enfin qui encaisse un peu plus que les autres, je dirais, où il y a l'Italie et l'Angleterre, quoi. C'est un peu ça on peut le dire. Honnêtement, je pense qu'on peut le dire sans. Là, c'est factuel. un beau bilan du tournoi. Je te rappelais quand même qu'on a perdu contre le 5e et le 4e du tournoi. Les Anglais et les Italiens sont les seuls à avoir un goal average négatif sur l'ensemble du tournoi.
Les Italiens, moins 184, c'est pas beau. Les Anglais, moins 9. Et tous les autres, après, les Français, les Gallois, les Irlandais, plus 47, plus 48, plus 37, plus 61. Donc, ça ce aussi, que je dis, c'est un vrai c'est un des en enseignement. deux. Il y a les positifs et les négatifs. Tout à fait. Il y a un truc aussi, c'est que l'Écosse, on va parler de ce match, on va y arriver, mais pauvre Écosse, je trouve aussi, ils ont perdu par très peu, ils ont perdu leurs 2 matchs par moins de 4 points, je pense, pour les 2 matchs, et ils sont 4e. Et je trouve ça triste pour leur sort, parce que ils ont gagné 3 super matchs, et ils sont vraiment une équipe très forte, mais ils ont juste pas de bol à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais ils ont eu tellement de bol contre nous, là, que ça fait une moyenne. Ouais, bien fait pour eux. Allez, on va attaquer ce match. Bon, avant qu'on puisse vraiment démarrer et discuter le match, il faut parler de l'avant-match, parce que quand même, il y avait le retour de Gophergate. Alors, si quelqu'un peut essayer d'expliquer, la Fédération française a posté un petit tweet pour célébrer la journée de l'international de la gaufre, c'est bien ça? Oui, et peut-on dire qu'ils se sont donc gaufrés sur cette communication? C'est de là... non, mais en fait, la Fédé a sorti un tweet vendredi, pour célébrer la journée internationale de la gaufre, qui, pour mes mots, avait été un des facteurs pour lequel la France avait éclaté, on va dire, sa fameuse bulle sanitaire. Ils se sont permis une petite vanne qui est effectivement assez mal passée, notamment auprès des Écossais, parce que les Écossais avaient dû du coup décaler leur match contre la France initialement prévu fin février pour cette raison, et donc ils nous l'ont démontré sur le terrain, hein, clairement. Hein. Oui, voilà. c'est sûr. Merci la FFR. Honnêtement, j'ai trouvé cette vanne nulle quand on me l'a expliqué, C'était et que nul. j'ai fini par la comprendre, et au début, je l'avais même pas comprise tellement elle était nulle. Donc c'est au moins, quitte à se faire tenser, autant que la vanne soit bonne, quoi. Mais là, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pathétique. Alors, ouais, pour le coup, moi, c'est ce que je disais, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, mais alors, t'aimes pas l'humour, t'aimes pas pourtant, tu charries tout le temps et tout. C'est vrai que je charrie pourtant, mais je suis un nobody, quoi. Je veux dire, quand t'as une fédération internationale, le compte d'une fédération internationale qui se permet un truc comme ça, moi, ça me fait moins marrer. Alors que pourtant, je suis très friand de toutes les vannes qu'il peut y avoir, de tous les mèmes sur les réseaux sociaux et Twitter. Là, c'était vachement drôle. C'est quand même Exactement, c'est quand même une pandémie. Il y a des morts, hein, merde. On est tous bloqués depuis 1 an à cause de trucs comme ça. Il y en a tout le rugby amateur est bloqué à cause de ça. Nous, on joue pas, hein, eux, ils jouent, on est très contents de les voir. Enfin bon, ils ont des permis que nous on n'a pas, et ils les ont. Ils ont débordé, ils ont brûlé cette bulle sanitaire. Donc c'était pour le rugby amateur déjà une petite insulte. Je pense que pour les Écossais, clairement, je comprends qu'il est mal pris. Et même pour les Gallois, parce que c'est quand même des mecs qui ont dû soulever leur trophée. Ils sont revenus 1 semaine après pour soulever leur trophée. Bon, il n'y avait pas de public quoi qu'il arrive, mais c'est quand même plus sympa de gagner après un match, quoi. Et là, clairement, la fin de la journée, la fin du tournoi, elle se passe en une journée. C'est justement pour que ce soit un gros enjeu, pour que ce soit une belle fête du rugby, malgré le manque de spectateurs. C'était aussi se moquer des Gallois, j'ai trouvé. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Un manque de respect. Je pense que c'est le genre de message qui est généralement approuvé par un directeur de la communication, donc je pense que ça avait été approuvé, validé. Peut-être, je pense que la FFR a aussi voulu anticiper des potentielles vannes sur ce jour-là, mais je pense qu'effectivement, venant d'une fédé internationale, c'était malvenu, et voilà, on aurait préféré le voir sur nos amis de Boucherie-Ovalie ou Val-Masqué. Exactement. Pour la vanne, on aurait encore plus rigolé. Et on a préféré la com des Gallois, pour le coup, qui avait été très drôle. Qui était super, ouais. Tu peux l'expliquer? Ils ont communiqué à une phrase très, très rugby, très valeur, en disant que nous, on choisit pas le rugby. Nous, on ne choisit pas de camp pour ce soir. Le rugby va gagner quoi qu'il arrive. Le tout accompagné par une photo de l'équipe galloise portant des kilts. Voilà. C'était subtil et sympa. Ouais. Ouais. C'est difficile de trouver le bon angle, la bonne ligne. Ouais, la bonne ligne à ce niveau-là. Bon, on va parler de ce match, je propose. Ça va falloir. Allez. Allez, ce match démarre avec 85 sélections pour 28 ans pour Mr. Hogg. Il y a aussi quelques joueurs de l'Écosse que je ne connais pas leur nom quand même. Je pense que c'était à cause de cette date qui était changée. Pour la France, je connais tout le monde, sauf que je vois Ficou LL. Je me pose la question si c'est normal. Le Flower of Scotland dans un stade vide, ça fait quand même son effet. La Marseillaise aussi. Les cours de chant ont bien payé, ou peut-être c'était un bon sono.
Finn Russell et Hogg, ils ont de la banane, on espère que ça dure pas trop longtemps. Ce match démarre avec des coups de pied de Russell qui nous met sous pression. Merci à Fickou qui, lui, toute seule, bloque l'attaque écossaise. Il fait le plaquage et récupère le ballon. On n'arrive pas forcément à profiter, il nous teste dans l'air et c'est encore Fickou qui fait un super geste et bam, on est dans les 5 mètres des Écossais. Pénalité pour nous et on choisit de prendre les 3 points par Ntamak. La pluie s'est fait pas peur aux Écossais, ils reviennent à l'attaque. On souffle devant les gros bœufs d'Écossais, on essaie de transformer par leur pack. Et on doit les rattraper. Mais Finn Russell est nous mis sous pression avec son pied. Brice Dulin se retrouve toute seule contre Guy Ritchie. C'est pas son nom, mais c'est pas grave. Pénalité contre nous. La doute s'installe chez nous. Et c'est pas notre match, surtout pour Dulin pour l'instant. On est encore sous pression dans notre 5 mètres grâce à des coups de pied écossais. Fickou, encore lui, il fait reculer les Chardons à lui toute seule. Et on récupère un pénalité chanceux pour éviter l'essai de Finn Russell. On n'a pas mis le réveil pour ce match, mais c'est Marchand qui pique un ballon précieux et le pack qui pousse dans le mêlée. Alors là, on est en marche. Mais pas de politique, on prend les 3 points, 6-10 à 27 minutes. Temps fort pour nous, jusqu'à Damien Penaud prend le genou de Watson en plein visage. Je ne sais pas comment il est toujours vivant. On assiste avec les gros et on est un peu chanceux avec des ballons qui traînent un peu par terre. Mais les Écossais s'allongent dans les rocs et encore pénalité pour nous. On prend le mêlée pour forcer soit l'essai ou un carton jaune. Ça y est, je commence à comprendre le rugby. Essai par Dulin, merci à Penaud pour le pass. 13-10 pour nous, on gagne. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans l'heure 22, on provoque en pénalité un carton jaune contre Captain Hogg. Et au lieu de prendre les 3 points, on se fait piquer la touche. Ça y est, là, je comprends plus le rugby. Mi-temps, 13-10 pour nous. Ouais, surtout que, juste pour revenir sur la dernière action de jeu dont tu parles, c'est que ce qui était énormément frustrant, c'est que vu les conditions météorologiques, toutes les touches ont été jouées au premier sauteur tout le long. Et juste là, on se dit, pour le truc qui permettrait de marquer un essai avant de partir au vestiaire, une touche quand même super importante et très bien placée, on se dit, c'est le moment d'essayer d'être un peu plus fantasque. Et l'histoire nous a prouvé que c'était une des nombreuses erreurs que nous avons commises ce vendredi. Je suis d'accord avec toi, Charlie, cette erreur-là, elle est horrible. D'autant que c'est un choix qui manque pas de panache d'aller chercher la touche à ce moment-là. Les Écossais sont à ce moment-là dans le dur. Et clairement, si on marque et qu'on passe à 20-10, c'est pas du tout le même match. Et au contraire, je pense qu'au moment où ils rentrent à la mi-temps, tourner à 13-10 à ce moment-là, alors qu'on venait pour passer à 20-10, il y a un petit déclic mental dans la tête des Écossais et certainement un petit déclic négatif dans la tête des Français. Et ce plus 3, il est trop faible à la mi-temps. Et cette touche, fallait pas la rater, putain. Fallait pas la rater ou fallait prendre les points. Elle est à 16-10, elle fait très mal à l'arrivée. Non, mais la sécuriser à minima, quoi. Au moins essayer de faire un truc plus classique. C'est vrai qu'en plus, là, il tente, c'est un petit peu audacieux parce que le ballon est mouillé, on le sait, les conditions sont difficiles. Donc, on aurait dit chapeau si ça avait marché, mais c'est pas tombé du bon côté. Là. Oui, c'est vrai. Ouais, et globalement, le secteur de la touche a quand même été assez... alors, je voudrais pas parler en tant qu'experte car je ne suis pas, mais j'aurais bien écouté votre analyse. Nous t'écoutons, Alban. Charlie et Théo, mais moi, franchement, ça m'a frustré ce secteur de la touche pendant tout le match, parce que... Mais clairement, moi, j'ai vraiment été frustrée par ce secteur-là, ouais, ce secteur de jeu où vraiment on s'est fait bouffer, quoi. Et je pense que c'est un des rares matchs où on se fait autant prendre, entre guillemets, dans ce secteur-là. À tous les niveaux, quoi. Et c'est vrai que ça a été une vraie, comme vous le dites, c'est un vrai moment de bascule dans le match, et on sentait de la fébrilité à chacune des actions qui étaient un peu avortées avant l'heure en première mi-temps. Tu sentais que ça allait être un match très compliqué dans la tête et que chaque moment était hyper stratégique, ce qui était le cas, et on n'a pas su peut-être prendre aussi, accumuler cette confiance-là dès la première mi-temps, quoi. Brice Dulin fait un mauvais début de match sous les ballons hauts, alors qu'on l'a tellement aimé dans ce registre depuis quelques mois que sa force là-dessus, son timing, vraiment sa classe sur ses ballons, a tellement rassuré et donné confiance à son équipe que les 2-3 premiers ballons hauts ratés du début de match, je trouve, plantent aussi un petit peu le scénario du match avec il pleut, c'est pas bon, c'est pas trop notre jour, on n'est pas trop dedans, et finalement on se traîne ça un peu tout le match, et là-dessus Brice Dulin a été un peu le symbole de ça avec son début de match, je trouve, un peu en dedans. Il a fait de très bonnes choses après, et puis on reparlera certainement de ce qu'il a fait tout à la fin.
Oui, juste pour dire, en effet, toutes ces petites erreurs qui creusent un peu la tête auraient été moins dramatiques, je pense, s'il n'y avait pas 21 points à aller chercher. Et du coup, ce manque de confiance, je pense, sur un truc plus de type de la semaine dernière, nous aurait pas entaché. Mais là, comme on savait qu'en plus, il fallait chercher 20 points, comme on savait que les conditions météo ne favorisaient pas le déploiement d'un jeu qui permettait de voir des essais à tir à l'arigot, c'était un peu compliqué. Et même le carton jaune reçu par les Écossais, même si on savait qu'on allait commencer la deuxième mi-temps à 15 contre 14, ça suffisait même pas à rassurer un peu par rapport à ce que ces petites erreurs avaient pu grignoter dans les cerveaux français, je pense. De confiance, en tout cas. Allez, on est sur le deuxième mi-temps. Ça démarre pas mal avec un joli coup de pied de Ntamak. On est stoppé net à chaque impact par deux McLeod. On voit les arrières avec le ballon pour la première fois du match, il me semble. Mais les Écossais sont Picsou, même sans Stuart Hogg. Et voilà le moment de génie qu'on attendait. Doulin relance avec Ntamak. Ça finit dans les mains de Vakatawa pour Pono qui s'offre un joli essai avec un coup de pied magnifique. Après, la transformation difficile, c'est raté par Ntamak. Pas de carton jaune quand même sur un plaquage sans ballon. You scored it, il a dit Barnes. Bon, tiens, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique ça. 18-10 quand même, donc on souffle un peu. Ballon au écossais. Russell tente un drop de 50 mètres. Moi, je trouve ça intelligent car ça fait, même s'il a raté, ça fait passer le temps. On perd un mêlée et ensuite on perd le roux aussi, mais c'est mon pote Romain qui entre. Pénalité par l'Écosse à 53 minutes, 18-13. Tenez-vous prêts. On est dans nos 5 mètres. Pono, il relance 50 mètres. Ça roule sur le périphérique. On est direction essai, mais le coup de pied est mal choisi par Dupont. Comme Théo a dit la semaine dernière, c'est le chien enragé Camille Chat qui nous sauve un essai avec un plaquage offensif. Mais on est quand même sous pression. Trop de fautes pour nous. Les Écossais sortent leur super jeu de la touche, leur Toulouse écossais. On va dire que c'est le Dundee. Ça paye pour les Écossais. Le ballon arrive dans les mains d'un chauve Cherry. Et là, on perd le match, 18-20 à 61 minutes. On a besoin de marquer beaucoup trop de points maintenant. Grosse poussée positive pendant 5 minutes. On arrive à marquer un essai par Rebadge. Ntamak rate la transformation encore, bizarre. Mais on commence à gagner ce match. 68 minutes, on est pénalisé dans nos 22. Mais les Bleus sont soumises et les Chardons sont en force tellement que Finn Russell essaie de décapiter notre Brice Dulin à nous. Just to be sure, il faut 3 minutes pour les arbitres de comprendre c'est un carton rouge, évidemment. Donc, pour être le number one dans ces 6 nations, il faut marquer 17 points en 9 minutes à 15 contre 14. Mais, oups, Serin prend un carton jaune, 14-14. Il nous reste 8 minutes pour gagner ce match. On est sur l'attaque chez eux avec 2 minutes à jouer, mais là, je comprends plus rien, car d'un coup, à 80 minutes, les Écossais sont sur notre 22. On récupère le ballon, mais Brice Dulin ne fait pas le coup de pied pour arrêter ce match de dingo. C'est la même que la semaine dernière, mais dans la mauvaise sens, c'est nous qui risquons de perdre. J'en peux plus, c'est Vin Dormel qui marque l'essai de la victoire 27-23. J'ai fini ce match l'opposé de la semaine dernière où j'ai sauté de mon canapé. Là, j'étais juste cloué. Je suis d'accord avec toi que tu fasses référence à la fin de match qu'on a vécu la semaine d'avant contre les Gallois, parce que non seulement c'est un essai qui retourne la situation dans les arrêts de jeu, mais surtout c'est quasiment le même essai. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est une succession de ballons qui sont très bien joués par les Écossais dans un contexte effectivement 14 contre 14, donc des défenses un petit peu étirées, et puis ils finissent par marquer sur la largeur ce ballon qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Ça n'aurait pas changé, on aurait fini deuxième du tournoi quand même. Donc c'est pas très grave, c'est une grosse frustration de perdre ce match quand même, mais n'accablons pas cette faute tout à fait incompréhensible de Brice Dulin qui aurait dû évidemment arrêter le match avec un coup de pied puisque la 80e était passée. J'ai lu qui dit qu'il ne s'en était pas rendu compte, qu'on ne regarde pas le chrono quand on est sur le terrain, etc. C'est pas les souvenirs que j'ai. Honnêtement, je n'ai pas joué évidemment à ce niveau-là, mais le chrono, on l'a en tête. Aujourd'hui, ils l'ont en tête. Tu as des sirènes, tu as des machins, bien sûr qu'ils le savaient. Ils ont voulu aller au bout du panache avec cette action. Il a voulu emmener son équipe au bout du panache. Il s'est trompé. Ça coûte cher parce que la défaite, elle fait mal au casque et on aurait bien évidemment préféré finir sur une victoire, même si encore une fois, ça n'aurait rien changé pour le tournoi. Ouais. Tu parlais effectivement des quelques justifications qu'on a pu entendre ou lire. Effectivement, je crois que c'est Ficou qui sur le CRC samedi soir qui donne quelques explications. Effectivement, le fait qu'il y avait quelqu'un en face de lui qui pouvait potentiellement le contrer, certes, ou qu'il avait des joueurs qui l'appelaient pour jouer, etc. Ça, je pense que c'est un peu plus audible en tout cas que le fait qu'on regarde pas le chrono, parce que je suis d'accord avec toi.
n'importe qui dans ce genre de match Ouais, était justement 3 fois plus attentif au chrono. Et puis, il faut pas oublier que Brice Dulin, c'est le papa de l'équipe. Hein. Brice Dulin, c'est le plus âgé de l'équipe, c'est le plus âgé sur le pré. S'il est là aussi, c'est pour être le patron et c'est pour être le mec qui fait pas les coups de panache à 2 balles. Il aurait dû foutre ce ballon en touche, c'est tout. Ne l'accablons pas, il aurait dû. C'est vrai que c'est à la fois une énorme déception venant de lui, ça aurait pu être un n'importe quel autre genre, mais c'est vrai que encore plus, je pense, venant de lui, comme beaucoup, on a tous réagi en mode « Oh non, pas toi !» Pas après tout ce que tu as fait. Pas après tout ce que tu as fait, exactement. Mais c'est un excès de panache, effectivement. On reste cool pour nos écouteurs. On n'oublie pas, 1, on est un podcast familial. 2, on est des admiratifs des sportifs, des joueurs de l'équipe de France. Bien sûr. Donc on n'accable pas du tout les personnes, évidemment. Sauf Owen Farrell, évidemment. Pas du tout à Brice Dulin. Sauf les Anglais. On n'en veut pas du tout à Brice Dulin. Mais cette action est ratée, faut le dire. C'est sûr. Moi, pour avoir ma petite touche sur cette fin de match, honnêtement, pour moi, la frustration c'était déjà arrivé. On s'est fait marcher dessus par ces Écossais tout le long du match. Je pense que c'est quand même eux qui nous ont envoyé la violence. Hein. C'est eux qui nous ont envoyé et nous qui avons montré du doute. Ça n'enlève rien, en effet. Tu prenais l'exemple de Dulin et ça n'enlève rien à son tournoi. Je pense que pour l'équipe de France, c'est un peu pareil. Moi, à ce moment-là du match, j'avais déjà de toute façon perdu l'espoir de finir champion. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon, on finissait deuxième. C'est ça qu'on cherchait. Voilà, oui, c'est ça. La déception était déjà là. La déception était déjà là. Qu'il aille chercher un essai de panache c'est un peu. C'est un peu anecdotique. Excès d'orgueil. Mais je pense que c'est un moment où les câbles ne sont pas touchés sur tout un tournoi qui a été quand même assez magique. Donc et ça n'a pas beaucoup de conséquences. Donc moi je lui en veux pas des masses là-dessus et j'étais déjà dépité avant ça, quoi. C'est-à-dire je pouvais pas baisser les bras plus bas qu'il n'était déjà à ce moment-là du match. Pour rebondir sur ce que disait Alban à la fin du magnifique déroulé de la première mi-temps de Thierry, je pense que la touche est vraiment un gros indicateur sur ce match et en particulier notre performance en touche défensive qui a été inexistante. On a piqué un ballon en touche aux Écossais à la 77e. C'est inadmissible. On peut pas rivaliser à très haut niveau en étant aussi mauvais en touche défensive. Je pense que le choix de faire rentrer Jelonge, qui est plutôt un garçon d'impact comme titulaire, parce que Cretin n'avait pas été excellent, parce que Cameron Woki n'est pas là, etc. Ok, mais on le paye en touche défensive de manière vraiment hyper nette sur ce match, et les Écossais ont passé le match à prendre leur ballon comme à la parade où nous on défendait sur les mauls, et eux ils faisaient derrière jeu à une passe, jeu à 2 passes, pan, et on a passé le match à défendre. Donc on a plus avancé qu'eux parce qu'on a plus de talent derrière. Les Penaud, les Dulin, ils ont quand même tous remonté beaucoup plus de ballons que les autres. Ficou qui a été énorme pendant tout le match, énorme dès le début. Mais franchement, on n'a pas existé dans les rucks. On a été très très moyen dans les rucks et tellement inexistant sur touche défensive que les Écossais ont joué à leurs mains pendant tout le match. On peut pas gagner un match comme ça. Donc on dit no scrum, no win, mais j'ai envie de dire parfois no defensive line out, no win. Voilà, tu peux pas parce que en face, c'est quand même pas des pimpins qui t'envoient tout le match, Van der Merwe, Watson et compagnie. Et quand ils ont tous les ballons parce qu'en touche tu les laisses faire, c'est quand même très très compliqué. Tu parles de Watson et je pense que si on devait définir la porosité de la défense française, elle se caractériserait dans l'avancée de Watson sur tous ses ballons, parce que je crois que je sais pas combien de kilomètres il a parcouru de mètres, kilomètres quand même, on s'emballe pas, mais le nombre de mètres qu'il a parcouru sur ses attaques, mais c'était monstrueux et franchement c'est vrai que tu te posais quand même la question de cette défense était quand même bien plus inquiétante que je trouvais que contre le Pays de Galles, en tout cas sur pas sur tous les points de vue, mais j'ai regardé les stats, il a pas avancé tant que ça en nombre de mètres. Par contre, il a avancé de quelques mètres à chaque fois qu'il a pris le ballon. Ça, c'est clair. Il nous a mis sur le reculoir pendant tout le match. Ça, c'est clair. Et donc, même 1 mètre, en fait, ça suffit. Tu recules, tu subis. C'est clair. Et c'est ça qui s'est passé sur ce match-là. On a beaucoup trop subi et on les a laissés jouer, notamment en leur laissant tous les ballons. Après, en défense, je pense qu'il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas trop là. Vakatawa s'est trouvé en défense plusieurs fois alors que c'est un défenseur exceptionnel quand il est en forme. Bernard Leroux, 5 plaquages à l'issue du match alors qu'il nous a fait des matchs à 25 plaquages. Donc il n'était pas là. Il passait complètement au travers sur l'engagement. D'ailleurs, il sort à la 52e. C'est quand même un peu une sanction. Et je pense qu'ils n'étaient pas revenus et il manque de compète et ils n'étaient pas revenus à leur forme. De même, à mon sens,
que l'ami Dupont qui a fait son plus mauvais match avec notamment ce petit coup de pied, tu racontes très bien cette action extraordinaire où l'équipe de France remonte tout le terrain, mais pourquoi il nous tape ce coup de pied ? Il y a zéro danger. Il a qu'à continuer à jouer. Je t'assure que 4 temps de jeu après, il y a essai. C'est une certitude. Pourquoi il lâche ce ballon ? Il n'est pas dans le coup. Donc, est-ce que... C'est un tournant du match, ça aussi. Ah ouais, c'est un énorme tournant du match. Et est-ce que parfois, mais c'est facile à dire après, hein, nous on est des commentateurs, est-ce que parfois, là, avec le fait de laisser tout le temps Dupont, c'est pas aussi la petite erreur qui fait qu'on le remet jamais en cause ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû mettre Serein d'entrée, qui avait rongé son frein, fait une bonne rentrée contre le Pays de Galles, et faire rentrer Dupont le dernier quart d'heure ? Est-ce que ça aurait pas été plus malin ? Sur la physionomie du match, peut-être que Dupont a trop joué, qu'il fallait tenter autre chose. Voilà, puis après j'arrête, j'ai beaucoup trop parlé. Moi perso, j'avais juste l'impression que c'était vraiment parlé au jour, qu'il y avait personne n'était dans son match, et à l'exception de Ficou, et parce que par exemple de voir Ntamak ouais, mais de voir Ntamak qui ratait des coups de pied, on n'a pas l'habitude, et en fait c'est bien qu'on n'a pas cette habitude, et en fait c'est une très bonne chose. Ça veut dire que à mon avis, j'essaie de rester toujours positif, mais qu'en fait le niveau il a tellement bien augmenté que là aujourd'hui on n'a pas cette habitude de dire ah oui non de plaquages ratés ou des erreurs. Je pense que dans les premières 20 minutes, on avait 5 ballons tombés par terre, quoi. C'est assez, on n'a plus l'habitude, et c'est une très bonne chose. On est habitué à l'excellence. Ils nous ont habitués à l'excellence, ces Bleus. On a aussi joué de malchance avec un ballon glissant, donc des conditions difficiles pour aller chercher beaucoup de points. Donc je pense très compliqué dans la tête quand il rentre sur le pré. Et on prend un essai casquette. L'essai que marquent les Écossais avec Swan Rebadge qui arrache le ballon, ça rebondit sur la tête du mec, ça fait passe décisive, c'est vraiment un essai de merde. Ouais. Donc c'est pas de bol non plus. Quand tu viens mourir à 4 points en ratant 2 transformations, c'est vraiment pas de bol. Il avait fait le plus dur. Il fait d'ailleurs un beau match, Swan Rebadge. Il marque un essai, il a été bon sur les touches offensives. En défense, on l'a jamais vu sauter, je comprends pas pourquoi, c'est des consignes. Ouais, ça sautait pas, mais c'est il fait fou, un bon match. Mais ça, sautait pas. Ça, pour revenir sur la touche, et je vais m'étendre dessus, mais vous qui êtes expert de ce domaine, ça peut être quoi l'explication ? Non mais vraiment, il y a eu 17 touches. La seule explication que je vois, c'est qu'ils ont eu peur des ballons portés, quoi. Donc ils attendaient la redescente. C'est exactement ça. Mais ouais, je trouve ça super. On est bon dans les airs, on a des sauteurs, etc. quoi. Donc les gars, quand même, donc on a perdu le match. C'est pas la fin du monde parce que quand même on finit deuxième. Je trouve ça incroyable. Donc ça c'est peut-être, c'est la bonne nouvelle. Ça fait deuxième année qu'on finit deuxième. Charlie, est-ce que tu as d'autres bonnes nouvelles ? Oui, c'est déjà on finit deuxième sur les 2 années consécutives. C'est mine de rien, on est sur une très très belle construction par rapport à quand même une dizaine d'années qui a été très dure pour nous. Et je pense que les supporters de rugby et les Français en général s'en rendent compte parce que ce match-là contre l'Écosse a eu un pic de 8,7 millions de spectateurs à la télévision. Donc c'est que le public est au rendez-vous. Les supporters renouent enfin avec cette équipe de France. Et pour un sondage RTL Winamax, il y a 84% des Français en général et 97% des Français amateurs de rugby qui ont une bonne opinion de cette équipe. Donc je pense qu'on part dans l'horizon 2023 tous pleins d'espérance et de belles émotions à vivre avec cette équipe. On n'en a vraiment pas fini. Et le bilan du tournoi reste très très bon. Le gros espoir qu'on a surtout, c'est de pouvoir recommencer à aller dans les stades, que ce soit dans les stades de matchs internationaux ou les autres. Et on peut peut-être se dire, sur ces écarts extrêmement serrés qu'il y a, dans toutes les nations qui se valent à peu près, est-ce que l'absence du 16e homme n'est pas aussi là pour finalement niveler les valeurs, et est-ce qu'on n'a pas à un moment, le Millennium Stadium, Twickenham, c'est des fêtes à domicile un peu de toutes les équipes, ça nivelle, les mecs sont plus là, t'as plus ton public, t'as plus ce supplément d'âme qui fait qu'à un moment, parce que t'es chez toi avec ces valeurs historiques du rugby d'être plus fort à la maison qu'à l'extérieur, beaucoup de gens qui comprennent absolument pas ça, faut avoir joué au rugby pour comprendre ça, et je pense que on a perdu ce petit supplément d'âme à cause de l'absence de monde dans les stades, et le nom d'un chien qu'on a envie d'y retourner, quoi. C'est ça, moi, que je conclurais volontiers comme ça, quoi. Et voilà, maintenant que cette simulation est finie, est-ce qu'il y avait quelques joueurs qui vous avaient vraiment plu, on va dire toute équipe confondue, pour toi, Alban ? Je vais un peu faire dans les joueurs qui sont le plus ressortis et qui d'ailleurs ont été nominés par le Guinness Six Nations pour le Player of the Championship. Je vais citer notre cher jeune Louis Zamit qui, je pense, a marqué tous les esprits côté gallois, et j'ai vraiment hâte de voir comment il évolue jusqu'à la Coupe du Monde.
pas d'ailleurs, pas trop Ouais, non pas plus, trop mais hâte, c'est ouais. c'est vraiment un joueur prometteur et je trouve qu'il a vraiment apporté de la fraîcheur à cette équipe galloise qui était un petit peu qu'on n'attendait pas forcément et je trouve qu'il a vraiment contribué à cette performance galloise voilà, encore une fois à laquelle on s'attendait pas forcément. Et puis moi j'ai toujours une petite pensée pour Gaël Ficou qui pour moi en français est celui qui a qui a le plus marqué ce match de ce tournoi pardon, de sa régularité et de son vraiment un vrai leadership sur le terrain et voilà, Côté français, j'ajouterais volontiers Julien Marchand qui fait un très très beau tournoi, très régulier. Greg Aldrit, franchement, c'est un boss. Brice Dulin, on en a parlé. Et puis dans les équipes étrangères, moi je suis un fan indéfectible d'Amish Watson aussi parce qu'il a ce physique un peu improbable qui est pas complètement dans les canons du sport de haut niveau. Il est un peu trop balèze, pas tout à fait assez longiligne pour jouer troisième ligne et il le fait pourtant magnifiquement bien. Chez les Écossais, j'adore leur ailier d'origine sud-africaine, Van der Merwe, qui est costaud mais qui a des cannes, qui rentre dans les intervalles, qui est un magnifique joueur aussi. Et puis, je peux pas m'empêcher de citer notre ami évidemment Alan Wynne-Jones. Hein. Où s'arrêtera-t-il? Voilà, le nombre de sélections. Avec les Lions, il va sûrement aller à la tournée des Lions. Là, ils vont avoir une équipe de Lions fantastique pour la tournée. On est obligé de voir ça et de faire un pack de potes, Thierry. Oui, c'est sûr. Vous avez fait le tour un peu de tous nos petits chouchous de qui on a parlé tout le long, les Watson, les Alun, les Ficou évidemment, mais on n'a pas parlé des Irlandais. C'est un peu dommage. Et du coup, bah évidemment, de qui je vais parler en Irlande, des deuxièmes lignes. Et je pense que Tagburn méritait un petit coup de projecteur. Ouais, la paire de centre irlandaise aussi, Aussi, Robbie Henshaw et Ringrose, laisse tomber. Super client tous les deux, on adore. Je te rejoins sur les Irlandais aussi, mais cette fois-ci, pour moi, c'est l'autre tag, c'est Tad Forlong, le pilier, parce que il y avait un moment où il a fait des jukes, il a sorti des pieds, il a sorti des crochets et tout, et ça m'a fait plaisir de voir un gros bébé comme ça faire ça. Ça m'a fait plaisir. Et sinon, franchement, côté français, j'étais très content de voir Damien Penaud de retour. Je trouve qu'il il est magnifique, il y a un magique en lui, et je trouve ça vraiment chouette. Quelle classe. Allez, donc Destination, c'est fini, mais c'est pas fini parce que Destination féminine, ça démarre d'ici une semaine. Donc, mais dans une structure un peu différente, n'est-ce pas, Alban? Oui, c'est ça. Le format a été revu suite aux contraintes, on va dire, de timing et de disponibilité des joueuses. Donc la France qui est actuellement en préparation de son premier match qui se tiendra ce week-end contre l'Angleterre. C'est un match qui aura lieu à Vannes à 20h. Et puis qui du coup enchaînera sur un deuxième match le 17 avril contre l'Irlande et les finales, on va dire, de ce tournoi Destination 2021 aura lieu le 24 avril. Donc voilà, on a un mois avec 2 matchs ou 3 de l'équipe de France en espérant les voir évidemment en finale. Peut-être contre nos amies anglaises, certainement contre nos amies anglaises. En tout cas, ça devait être un beau tournoi de préparation pour la Coupe du Monde, mais qui a du coup été annulé. On verra quelles seront les prochaines échéances, mais on va se focaliser sur celle-ci, qui je pense sera très importante après autant de temps absente des compétitions internationales. Et juste pour de me remettre un peu dans le bain, parce qu'il faut dire que quand même les Anglaises, c'est les plus forts. Ils ont Amélie Scarrett, qui est la joueuse de l'année dernière. Deuxième, normalement, l'année dernière, c'était nous. On était quand même un peu surpris de mémoire par l'Écosse, qui nous a fait un match nul contre nous. Donc c'était un match un peu difficile à regarder, si ma mémoire est bonne. Mais par contre, chaque fois qu'on joue contre l'Angleterre, c'est vraiment très près, j'ai le sentiment. Donc voilà, des belles matchs à voir. Est-ce que tu peux nous donner quelques joueurs clés dans cette équipe de France féminine? Pour moi, ça fait un bon moment que j'ai pas vu cette équipe et j'ai hâte de les revoir. Bon, je pense bien sûr à Caroline Beaujard, qui est quelqu'un qui a passé chez nous à Pack de Potes. Donc ça fait plaisir de voir qu'elle est sur le 31. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques joueurs clés? Des joueurs qui sont des joueuses, Thierry. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui est assez expérimenté quand même, parce qu'il y a une majorité de joueuses qui sont là depuis depuis plusieurs années déjà dans le groupe. Il y a quelques nouvelles, notamment, même que honnêtement, je vais être tout à fait honnête avec vous, que je ne connais pas. Pas mal de joueuses de Blagnac et de Montpellier qui ont aussi fait leur apparition. Je pense que les joueuses clés sont celles qu'on connaît, c'est-à-dire Pauline Bourdon, les anciennes aussi comme Lénaïque Corson, Koumba Diallo, qui sont un peu des cadors des deuxièmes lignes comme vous aimez.
des joueuses comme Caroline Bougère aussi qui sont passées par chez nous et qu'on salue. Et toujours dans les 3/4, voilà, Cyrielle Banet qui reste, je crois, une des meilleures marqueuses d'essais de cette équipe en ce moment. Donc voilà, c'est des joueuses qui vont beaucoup cadrer le groupe. On pense évidemment à l'éternel capitaine Gaëlle Hermé qui leadera aussi toute cette équipe et quelques jeunes joueuses qu'on verra aussi sans doute performer. Moi, je veux pas péter l'ambiance, Alban, mais on va leader cette équipe vers quoi? On va chercher le titre ou on n'a aucune chance? Honnêtement, le décor, c'est ce que Thierry disait tout à l'heure, c'est que les Anglaises, c'est le match à jouer et il faut surtout pas perdre les autres. Alors, vu que le format est différent cette année, il faut surtout garantir sa place en finale. L'Écosse nous a fait beaucoup de mal l'année dernière et l'Irlande, je pense, est un peu plus accessible. Honnêtement, tout jouera sur le match du 24 avril. Et je pense honnêtement que les filles auront une grosse revanche à prendre sur leurs 2 ou 3 dernières défaites contre les Anglaises. C'est exactement ça, c'est un match qui va être sympa à voir. Mais c'est pas sûr qu'on joue contre les Anglaises. Et effectivement, c'est pas sûr qu'on joue contre les Anglais, ça dépendra aussi de leurs résultats. C'est ça qui est un petit peu peut-être frustrant dans ce nouveau format. Bon, il y a des bonnes choses à découvrir et redécouvrir parce que l'année dernière, j'ai beaucoup apprécié de voir cette équipe de France féminine. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, juste pour un petit info, on a un tournoi de Sevens qui redémarre à Dubaï normalement le week-end prochain. Donc, si vous êtes en manque de rugby, vous pouvez regarder ça. Et si vous êtes toujours en manque de rugby, il y a quand même la Major League Rugby avec the LA Guiltinis qui continue avec leur nom ridicule. Ils ont quand même marqué 57 points contre les Seattle Seawolves, qui étaient le précédent champion. Donc, quand même, il y a beaucoup de rugby en ce moment et on a passé un très bon moment pour ces 6 nations. La semaine prochaine, c'est quand même Pâques, donc le Pâques de potes va faire une petite pause pour le Pâques. On reviendra d'ici 2 semaines pour parler un peu de Heineken Cup parce que ça revient, mais surtout aussi de parler de notre 15 de France féminine et de 6 nations. Et aussi toucher un peu au top 14 parce que le top 14, ça continue. On aura aussi un super entretien d'ici 2 semaines avec un agent sportif, donc ça me fait vraiment plaisir de parler avec lui. Donc, petite surprise en 2 semaines par rapport à ça. Et pour finir cet épisode, j'étais très content de faire un entretien avec Monsieur Rugby. Vous allez découvrir un personnage vraiment attachant qui parle beaucoup de ce rugby amateur. Donc, on va écouter ça tout de suite. Pack de potes, terrain 10. Donc, je suis très content d'avoir avec nous Didier Cavaro, donc plus connu sur un autre nom. Donc, c'est Monsieur Rugby, si j'ai bien prononcé. Tu vas vous corriger après, Didier. Vous êtes écrivain avec plusieurs livres déjà sortis sur notre fabuleux sport. Et j'ai découvert récemment votre page Facebook. Et j'ai tout de suite pensé que nos chers écouteurs vont adorer ça. Et peut-être ils vous suivent déjà parce que vous avez plus de 28 000 followers. Donc sur votre page Facebook, vous écrivez des chroniques très touchantes sur ce monde de rugby qu'on connaît et qu'on adore. Mais en fait, peut-être la première question, d'où vient ce nom? Bonjour. Alors, Monsieur Rugby, c'est Rugby, en fait, c'est le mélange de rugby, qui, bon voilà, mon sport, le sport sur lequel j'écris, et USI. En fait, USI, c'est le club, mon dernier club où j'ai été licencié, où je suis encore bénévole, l'US Issoire. Et en fait, Rugby, c'est le mélange des deux, puisque au départ, Monsieur Rugby écrivait uniquement sur le club d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Donc voilà, et puis le nom est resté, puisque de chronique en chronique, on est passé du club d'Issoire où j'y suis toujours et j'écris toujours dessus, où je mets des photos du club quand je fais une chronique, mais je tends vers des chroniques plus généralistes sur le rugby amateur. Mais j'ai gardé ce nom de Monsieur Rugby parce qu'il commençait à être connu. Je vous préviens, à plus de 3 syllabes, ça devient un peu dur pour moi. Donc, une autre question, c'est qu'est-ce qui est venu d'abord? Est-ce que c'était le rugby ou l'écriture? Qu'est-ce qui est venu d'abord? Le rugby, puisque je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai pris ma première licence à 6 ans. Mon père était entraîneur, éducateur, il a été dirigeant. Mes oncles jouaient au rugby aussi. Donc voilà, moi je fais comme beaucoup, je fais partie d'une famille rugby, tradition familiale. Après l'écriture, déjà j'aime beaucoup écrire. J'ai toujours écrit, je pense, plus ou moins bien. Et puis voilà. Et puis l'envie de prendre le rugby un peu à la légère aussi depuis très longtemps et d'écrire des choses plutôt drôles à la base sur le rugby
qui a tendance à devenir de plus en plus sérieux. Et moi, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai envie que ça soit encore un peu léger comme sport. Donc voilà, le rugby d'abord, mais c'est tout venu en même temps en fait, puisqu'on commence à apprendre à écrire à 6 ans. Donc voilà, c'est venu en même temps. Et finalement, un joli mélange. Vous avez joué quelle position? Je jouais plutôt deuxième ligne et voilà, j'ai joué à un niveau, voilà, au maximum c'était fédéral 2 à Issoire, voilà, mais sans me prendre vraiment en fait, je me suis jamais vraiment pris la tête avec le sport, le jeu par lui-même, quoi. D'accord. Et par contre, on va dire, l'écriture, ça devient pour vous un vrai passion parce que votre premier livre, il me semble que vous avez écrit et produit vous-même, édité et distribué tout par vous-même. Je vous félicite en fait parce que mon père, il a fait la même, il a fait plusieurs livres comme ça aux États-Unis de même façon et j'avais juste envie de dire bravo parce que je sais que ça prend énormément de patience et de confiance. Et finalement, ça payait car aujourd'hui, vous avez trouvé un éditeur. J'ai commencé Monsieur Ruzigbis sur les réseaux sociaux, sur ma page, et je commençais à me faire connaître pas mal, et notamment au club d'Issoire, sauf que tout le monde n'avait pas Facebook, et ça commençait à parler un peu, et donc du coup j'ai dit je vais prendre les meilleures chroniques d'une saison, et je vais en faire un petit livre que je vais voilà, un petit carnet même. Donc je me suis pas trop pris la tête sur le premier livre. Et il s'est plutôt bien vendu. Mais voilà, donc l'auto-édition, ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour le vendre. Ça prend vachement de temps et moi, je suis pas très vendeur. J'ai pas vraiment la fibre commerciale. Donc sur le deuxième, après, j'ai effectivement trouvé un éditeur. J'ai vraiment pas eu de mal à le trouver. Donc ça, c'était cool aussi. Et voilà, donc maintenant, il y a eu 2 livres qui sont sortis, qui ont été édités aux éditions de La Flandonnière. Et pour moi, c'est plutôt du confort parce que je sais de toute façon que je ne vivrai jamais de mes livres. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que l'intérêt, c'est d'être lu. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain ou est-ce que c'est un passe-temps ou est-ce que c'est un patient ou c'est votre métier? Non, non, c'est pas mon métier, hein. Moi, je suis conseiller en insertion auprès des jeunes. Donc, il m'arrive d'écrire quand même aussi beaucoup pour mon métier, mais c'est pas du tout mon métier. C'est vraiment une passion. C'est une passion qui me prend finalement pas beaucoup de temps puisque j'écris plutôt le matin avant d'aller au boulot, là, le matin quand je me lève. Voilà, non, j'espère que ça restera une passion et je n'ai jamais envisagé d'en faire mon métier. D'accord. Vous écrivez beaucoup aussi parce que je trouve que vous avez des posts carrément tous les jours sur votre page Facebook, il me semble. Ouais, j'écris vite et j'écris beaucoup. Enfin, j'écris pas non plus tous les jours, mais je peux faire 4 ou 5 chroniques dans une journée quand je suis en repos, par exemple, un week-end. Et après, je les diffuse en fonction de l'actualité ou de mes humeurs. D'accord. Donc, ouais, j'écris beaucoup, mais c'est un peu une drogue aussi, hein, l'écriture. Hein. Ça donne envie. Moi, je trouve qu'il suffit de lire 2 ou 3 de vos chroniques pour vraiment entendre un profond amour pour le rugby amateur. Vous avez dit vous êtes toujours engagé dans le rugby amateur aujourd'hui avec vos clubs? Au club d'Issoire, je suis plus licencié. Par contre, je suis supporter, je suis spectateur et je suis bénévole quand ils ont besoin de monde. Ouais, je suis toujours là. Je suis toujours très près du club. Le club me laisse les portes grandes ouvertes pour des photos, pour des textes, pour des infos. Donc voilà. Mais ouais, je suis encore bien près des. Mais je suis à la fois près de tous les clubs aussi, quoi. Enfin, j'ai la chance d'être un peu connu maintenant et d'être accueilli super bien. Et ça, c'est vraiment top. Parce que après, je suis pas là pour dire du mal, pour tailler. Oui. Je suis pas non plus dans le conflit en fait. Oui. Et moi, je suis plutôt dans un rugby rêvé, à la limite idéal. Donc ça convient à tout le monde en fait. Oui, c'est vrai que ce que vous écrivez, je trouve très touchant et très détaillé sur pas juste les joueurs, mais des personnes qui sont autour de ce sport aussi, et les moments qui sont autour de rugby. Est-ce que vous avez un préféré ou un favori, ou est-ce que vous avez des retours sur des personnes, vos fans, qui disent celle-là, on adore. Et par exemple, moi, j'ai lu j'ai connu votre papa et j'ai trouvé ça fantastique, cette idée, quelqu'un qui vient voir le fiston et dire ah oui, j'ai joué contre votre papa, et j'ai trouvé les commentaires d'autres personnes, j'ai trouvé ça idéal, vraiment sympa. Ah ben,
Alors, c'est drôle parce que ouais, alors il y a des chroniques très drôles qui passent bien, mais quand on joue sur l'émotion, quand on joue sur le souvenir, c'est des chroniques qui marchent beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que je peux écrire une chronique sur par exemple, j'ai bien connu ton père. Voilà, c'est ça. Tout le monde s'y reconnaît en fait, les nouveaux comme les anciens. Et j'ai envie de dire que avec des chroniques comme ça, le rugby finalement, ça prouve que le rugby il a pas tant changé que ça, et que ceux qui disent que c'était mieux avant, c'est qu'avant ils étaient plus jeunes. Mais c'est tout, et les jeunes de maintenant vivent le même rugby que nous on a vécu en fait, et les mêmes histoires et la même tradition ouais, moi ça me fait encore bizarre des fois de faire des chroniques actuelles de réveiller des souvenirs chez les plus vieux. Ouais, c'est superbe. Est-ce que, en fait, j'avais une question sur cette idée d'où vient l'idée, comme vous écrivez beaucoup, mais je pense que vous venez de reprendre dans un sens que bah, ça renouvelle, on va dire, le rugby, il est là, il y a toujours des histoires qui sortent, et parfois, bah, c'est l'histoire, mais parfois, c'est l'actualité. Je ne suis pas sûr si je suis clair, mais... Moi, je trouve que rien ne change. Et après, je trouve que justement, on n'écrit pas là-dessus. On écrit sur. Les écrivains du rugby parlent beaucoup du jeu de rugby, des traditions, mais ils ne parlent pas de tout ce qui est satellite à une équipe, en fait. Voilà, les spectateurs, les parents des joueurs, la copine du joueur, les bénévoles, les dirigeants. Et moi, j'avais envie de parler de ça, quoi. En fait, je fais des chroniques sur des moments de vie, en fait, et des personnages complètement anonymes et qui, voilà, moi, c'est un peu, bon, j'en fais un peu mon créneau, quoi. Et pour des projets futurs, est-ce qu'il y a un autre livre qui va sortir bientôt? Est-ce que peut-être vous allez tenter la fiction, par exemple? Alors j'aimerais beaucoup, en fait, tenter la fiction. J'aimerais beaucoup faire un roman, mais j'y arrive pas. Alors peut-être que ça demandera plus de travail. Il y a effectivement un nouveau livre qui sortira certainement cet automne aux mêmes éditions là, à la Flandonnière, mais peut-être différemment. Alors justement, on est en train d'y travailler là parce que refaire des sélections de chroniques, c'est un peu, alors non seulement tomber dans la facilité, mais ça devient redondant un peu. Donc on va essayer de faire différemment. Et puis, il y a un autre projet aussi pour l'automne qui va être une BD, une bande dessinée. Ah. Donc, pareil, chez un éditeur de Nantes, hein, les éditions Petit à Petit. Et là, le projet est bien en avance. Donc, c'est une BD sur mes chroniques, en fait. Donc, retravailler façon BD. Et ça, moi, je trouve ça super bien parce que c'est un monde que je connais pas, la BD, même si je lis des BD, mais je connais pas l'envers du décor, et c'est super intéressant en fait. Et je suis vraiment impressionné par le boulot qui en résulte. Ouais, bah, c'est superbe, j'ai hâte de voir ça. Perso, Ouais. j'étais très fan de comic books aux États-Unis. Je suis venu en France et j'ai découvert des BD parce qu'on n'a pas du tout la même façon de faire. Et vraiment des histoires pour adultes et tout ça. Et j'ai trouvé ça magnifique, des BD. Donc oui, j'ai hâte de voir ça, ça va être sympa. Vous avez aussi une autre action, il me semble, pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, la Côte d'Ivoire, ouais, alors j'ai un peu profité de ma pseudo-notoriété pour aider les copains qui sont en charge de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Jean-Michel Meunier, Olivier Diomandé. Et j'ai lancé un appel aux dons pour l'ouverture de l'Académie Max Brito. Donc du don de matériel, parce que je sais que les clubs ont stock du matériel, du vieux matériel, ou des fringues ou des chaussures. Et voilà. Et donc j'ai récupéré, grâce à plein de copains, plein de clubs, j'ai récupéré 6 mètres cubes de matos en tout genre, qui est parti en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, là, qui est arrivé. Donc voilà. Et c'est un projet qui me tenait un peu à cœur parce que mes potes, quand ils ont été la première fois à Abidjan, se sont rendus compte que les gamins adoraient ce jeu, et par contre n'avaient rien pour jouer, quoi. C'était vraiment. Donc voilà. Donc c'est un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur. Et puis aussi l'histoire de Max Brito, quand même,
qui est un joueur qui a participé à la Coupe du Monde en 95 avec la Côte d'Ivoire et qui est resté tétraplégique suite à une action de jeu. Et je trouve super de pouvoir l'aider dans son projet d'ouverture d'une académie pour tous les mômes de Côte d'Ivoire, quoi. Super, Voilà. merci pour ces efforts-là. Alors, nous, on aime bien dire à Pack de Potes qu'on est le clubhouse audio de rugby. Et donc, je vous encourage, nos chers auditeurs, je vous encourage vraiment vivement d'aller découvrir le clubhouse littéraire, si je peux dire ça, de Monsieur Ruzigby sur Facebook. Et où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors, mes livres, on peut les commander dans n'importe quelle librairie, normalement. Parce que je suppose que toutes les librairies n'ont pas en stock. Et sinon, on commande directement aux éditions de La Flandonnière. Ils ont un site, éditiondelaflandonnière.fr. Et voilà, donc il reste les deux. Alors le premier, là, celui qui était auto-édité, il n'y en a plus, j'en ai plus et je ne le referai pas. Donc tant mieux pour ceux qui l'ont. Les autres, tant pis. Mais sinon, donc il y a les nouvelles chroniques en terrain connu et les chroniques d'un rugby ordinaire qui sont disponibles aux éditions de La Flandonnière. Parfait. Donc, allez liker ça sur Facebook et pendant que vous êtes là, likez Pack de Potes aussi. Allez chercher ces deux livres. Il n'y a pas encore de livre de Pack de Potes, mais maintenant, on connaît un gars. Donc, merci beaucoup, Didier. Ah oui, il y avait un joli reportage sur vous, sur YouTube aussi, dans l'intervalle. Donc, allez, je vous encourage, nos chers écouteurs, d'aller chercher tout ça. Merci beaucoup, Didier. Merci d'être un pote de notre pack. Merci, bonne journée à vous. Bonne continuation. Bon, les gars, merci beaucoup pour ces 6 nations incroyables que nous avons passées ensemble. Et oui, c'était fou comme tournoi. On a vécu, je pense, toutes les émotions possibles et imaginables de la palette d'émotions que peut nous procurer le rugby. Et c'était un vrai plaisir de les partager avec vous, encore une fois, mon cher Pack de Potes. Et avec vous, tous nos écouteurs, auditeurs. Attendre un an, ça va être très long pour le prochain tournoi, tellement c'était bon avec vous, les potes. Voilà. On vous embrasse à tous, comme dirait l'autre. Ouais, pareil, passé plein d'émotions. J'ai appris une semaine, j'ai découvert la foi et j'ai appris la semaine d'après que la foi était faite pour être mise à l'épreuve. Ça a été très dur, mais on les retrouve tous l'année prochaine et on va avoir encore beaucoup de rugby à partager ensemble, les amis. Il y a les Lions, il y a du Top 14, il y a du Heineken Cup. Ça va être un régal. Et du tour de destination encore, même, bien sûr. Bien sûr, on en a parlé. Oui, joyeux Pâques à tout le monde et bon démarrage de ces 6 nations féminines. On se reverra en 2 semaines. Et oui, dans 2 semaines, ne forcez pas trop sur le chocolat, mais forcez plutôt sur les commentaires, les partages. Et surtout, manifestez-nous votre amour comme vous avez pu le faire sur ces précédents épisodes. On a apprécié vos retours. Continuez de nous donner vos avis aussi sur nos podcasts. On essaye de s'améliorer chaque jour un peu plus et ce sera grâce à vous qu'on y arrivera. Donc, merci d'avance pour tout ce que vous nous apportez. Et oui, et à propos de réseaux sociaux, il y a Podcastéo qui lance sur Twitter sa campagne pour ses Podcastéo Awards 2021. Alors, on va diffuser le lien sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. C'est un petit lien dans lequel il faut aller voter pour vos podcasts 2021. Forcément, il y a 11 catégories. N'hésitez pas à voter pour le Pack de Potes à fond. N'oubliez pas qu'on est toujours en campagne pour être le podcast amateur rugby pour 2023. Et alors, n'hésitez pas à aller voter. On compte sur vous en retour 2023. Allez les gars, en 2 semaines. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut, la bise à tous. Bye bye.